Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Chaque rencontre avec Fiston Mwenza Mungila est toujours pour moi une source d'émerveillement. Sa générosité est presque palpable quand il parle de ses textes, de ce qui le nourrit artistiquement et de ce qui l'inspire. Vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant, car Fiston Mwenza Mungila est mon invité dans cet épisode. Son premier roman, Tram 83, publié en 2014 aux éditions Métellier, a été un très très grand succès. Prix international de la littérature pour les œuvres littéraires contemporaines 2017. Grand prix des associations littéraires, catégorie Belles Lettres Afrique 2015. Prix Etisalat de littérature 2016. Grand prix de la Société des gens de lettres du premier roman 2014. Prix de littérature de la ville de Grasse 2014. Pour ne citer que cela, sans compter les diverses traductions à travers le monde. En septembre 2020, il revient avec un nouveau roman intitulé La danse du vilain, toujours aux éditions Métellier. L'histoire se déroule dans la région de Lunda Norte en Angola et dans la province du Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi au Zaïre. Nous sommes dans la période de la guerre civile d'Angola, après le départ des colons portugais. Les Zaïrois traversent la frontière angolaise pour aller chercher fortune dans les mines de diamants. Il se crée ainsi, dans cette région minière, un écosystème habité par des personnages, les uns plus fantastiques que les autres, à l'instar d'une femme sans âge qu'on appelle la Madone ou encore Chamwena. C'est elle qui y mène la danse. Au même moment, à Lubumbashi dans le Katanga, de jeunes adolescents vivant dans la rue essayent tant bien que mal de s'en sortir et se retrouvent dans des aventures extraordinaires entre politique, services secrets, conflits familiaux et même sorcellerie. Au milieu de tout ce chaos savamment orchestré comme seul sait le faire Fiston Mwenza Mungila, on danse la danse du vilain dans le bar, le mambo de la fête. Très bonne écoute en compagnie de Fiston Mwenza Mungila. Bonjour Fiston Mwenza Mungila. Bonjour madame. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans ce podcast. Okay, merci. Alors, aujourd'hui, je reçois Fiston Mwenza Mungila qu'on ne présente plus, mais quand même, je voudrais que lui-même il fasse cet exercice de se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui sont certainement très rares. Alors, ce qui est Fiston Mwenza Mungila? Je me définis comme un enfant de la mine parce que c'est ma première identité. Je suis né à Lubumbashi, dans la région du Katanga, une région minière par excellence. Donc, mon identité est marquée par la culture de la mine qui englobe le travail de la mine, qui englobe même la vision du monde, la perception du monde à partir des carrières minières, à partir de la métallurgie, à partir de l'écosystème minier. Donc, c'est un univers qui a bercé mon enfance, qui continue de m'inspirer. Donc, je me définis toujours à partir de Lubumbashi, qui est pour moi le centre du monde. C'est ma propre subjectivité, c'est ma subjectivité. Voilà. Donc, je me définis à partir de cette ville, de la région du Katanga. Et puis, par la suite, je effectue plusieurs déplacements en Europe avant de m'établir à Graz, en Autriche, où je fonctionne comme écrivain. Mmh. Et vous êtes aussi poète.
En fait, je pense que je me définirais comme poète Oui. parce que, je j'ai souvent l'habitude de dire que je suis poète, un poète qui écrit des romans et je pense que ma vraie identité est celle de l'eureka poète Mmh. donc voilà, j'écris, de la poésie, même si j'écris de romans ou j'écris de pièces de théâtre, je me définis avant tout comme poète. Oui. Alors, vous nous revenez avec, un nouveau roman qui s'intitule La danse du vilain. Alors, La danse du vilain, c'est le second roman après le grand succès de Trame 83. Avant qu'on ne parle vraiment du contenu de ce roman, j'aimerais savoir en tant que poète, écrivain, poète romancier, quand on a eu un succès comme Trame 83, est-ce que c'est compliqué après de reprendre la plume pour refaire un autre roman? Est-ce qu'on n'est pas stressé? Non, je pense que, quand on est pris au piège du fonctionnement littéraire, du système littéraire, on peut se mettre beaucoup de pression, avoir des stupeurs, avoir un peu de mal à partir avec l'écriture. Moi, de part, j'ai un éditeur, une éditrice, Anne-Marie, voilà, qui est assez ouverte, qui comprend ses auteurs, qui laisse un espace de liberté à ses auteurs. Moi, de le départ, elle m'avait dit, tu écris quand tu sens que tu as cette envie de produire un roman. Parce qu'elle-même sait que je suis au départ poète. Et donc, du coup, il y avait cette espérance de la part de mon éditrice, mais également, pour ma part, je pense que j'ai besoin de liberté pour essayer de me mouvoir comme écrivain. Et donc, je vais pas regarder à gauche, à droite. J'ai pris mon temps. Et puis voilà, j'ai pris tout mon temps pour écrire ce deuxième roman. Je pense que c'est aussi influencé. Si j'étais en France, si je vivais en France ou en Belgique, j'aurais écrit un deuxième roman dans le tas, parce qu'en France, dans cette culture francophone, il faut sortir un deuxième livre toutes les des années, donc 2 ans après ou 3 ans. Moi, j'ai pris le temps parce que j'ai aussi une carrière littéraire foisonnante. Mmh. J'écris de pièces de théâtre en allemand, j'écris de recueils de poésie, j'écris de livrets d'opéra. Et donc, je pense pas que j'étais dans cette peur-là. Donc, je pense que j'ai continué ma carrière avant de retourner au roman. Mmh. Donc le roman est en quelque sorte, une escapade dans le cours de votre carrière? Oui, oui, je Mmh. dirais que par exemple, je nourris tous mes romans, les 2 romans se nourrissent de ma poésie parce que j'écris au quotidien de la poésie presque chaque jour. J'écris au moins 1 ou 2 de poètes. Comme poète, je suis très inspiré parce que pour moi, la poésie fait partie de ma vie, mais en même temps, j'écris régulièrement de la poésie pour des raisons techniques. Je vis en Autriche, je parle allemand au quotidien, je travaille en allemand mais j'ai continué à écrire en français et du coup, pour ne pas perdre la langue, parce qu'on peut perdre une langue, Oui. la mécanique de la langue. Et donc, comme un musicien de jazz, comme un saxophoniste, j'essaie toujours de faire, de m'exercer, de jouer même quand j'ai pas de concert. Donc, du coup, j'écris beaucoup de poèmes régulièrement, journalièrement, pour ne pas oublier le français, ma langue d'écriture. Mmh. Et j'ai beaucoup de cahiers là où je griffonne de la poésie. Et quand je travaille sur mes romans, j'utilise certains mots, certaines phrases, des fulgurances comme ça et j'essaie de les imbriquer dans le roman. Donc, je pense que mon écriture a quelque chose de très manuel. On retourne toujours à la poétique de la mine. Donc, il y a toujours ce quelque chose des créateurs artisanaux qui travaillent le cuivre, qui cherchent de pierre, de diamants. Il y a toujours quelque chose de physique. Et du Mmh. coup, je suis dans cela, donc en essayant d'imbriquer dans mes romans des mots qui viennent de la poésie, des fulgurances, de trucs que j'ai écrits, de textes que j'ai écrits, des réflexions que j'ai produites dans un autre cadre. Mais j'essaie de nourrir avec mon écriture, en particulier La danse du vilain ou même 3083. Oui, justement, parlons-en, La danse du vilain. Alors, moi, je vais d'abord dire, comment j'ai reçu ce roman, hein. Je dois dire que vous m'avez donné du travail parce que dans le bon sens, hein, parce que il est riche, il est dense, bien qu'il ne fasse que, 200 et quelques de pages, mais la force du texte est
intense. C'est-à-dire que, on n'a pas de répit, on est entraîné dans une cadence, très rythmée. Effectivement, hein, on revient toujours un peu à l'image avec le jazz et l'une des choses qui m'a frappée, en premier, c'est comment vous faites des énumérations, vous faites de longues oui, ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je me suis dit: «Beh, quand je vais la voir, je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il cherche avec ces énumérations?» parce que vous décrivez quelque chose et ensuite vous énumérez sur plusieurs phrases. Je pense que j'essaie d'utiliser ce style-là pour décrire un lieu qui est insaisissable. Donc, des régions post-conflit comme le Congo, voilà, l'Afghanistan, des pays comme ça sont des pays qui sont extraordinaires dans le sens où tout est insaisissable. C'est des pays qui vous imposent un rythme, qui vous Mmh. imposent une organique, qui vous imposent une langue. Et je pense que cette langue musicale ou jazzistique ou endiablée, ce rythme endiablé, cette puissance, je dirais, populaire, a été provoqué par le sujet même de mon roman qui est la mine, mais qui est même au-delà de la mine, la débrouillardise, comment les gens d'en bas essaient de trouver leur part de bonheur. Je pense que ça m'a été inspiré par cet univers-là, mais également par mes influences, je dirais des influences assez littéraires. Hein. Je Mmh. suis dans une généalogie qui brasse des écrivains comme Thomas Bernhard, Peter Handke. Je pense qu'en Autriche, il y a au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une littérature qui s'est imposée, qui donne beaucoup d'espérance, qui laisse beaucoup d'ouverture à la langue. Et donc, Mmh. je suis inspiré par les auteurs qui portent la langue, mais aussi parce que tout simplement, je viens aussi d'un pays où, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, euh, fait que, d'une part, j'étais un peu enracinée dans la culture africaine, dans la culture Luba et la culture de la mine, mais dans le même temps, dans une culture occidentale. Et donc, je m'inspire beaucoup, depuis que je suis en Europe, de la tradition africaine, de la tradition Luba, d'où mes grands-parents sont originaires. Et donc, dans cette tradition, il y a ce qu'on appelle le kasala, qui est un genre littéraire, qui est un genre oral, Mmh. qui, euh, qui préconise qui fonctionne de deux manières. Donc, dans le cas Salah, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte la naissance d'un royaume, qui parle de lui-même, qui parle voilà, le fonctionnement voilà, d'un pays, ainsi de suite, Mmh. qui fait, et donc, ce récit, il préconise, je pense que il préconise je dirais, comment on dit en français, Wisserman? Il préconise la fiction. Il y a la fiction et des faits, des éléments factuels. Et donc, Mmh. moi, quand je travaille comme ça, j'essaie un peu de puiser aussi dans la culture Luba, dans la culture de la mine. Donc, il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup de faits factuels. Donc, j'essaie toujours d'être dans l'exagération, voilà, dans la folie, voilà, je pense que j'ai toujours un faible pour des personnages qui ont une langue, pour des personnages qui pètent les plombs et qui commencent à parler, à recréer le monde comme on dit chez nous, à recréer le monde comme vit Mukulu, l'esprit est né comme on dit dans la culture Luba. Mmh. Voilà. Justement, en parlant de personnages qui aiment, qui partent dans des univers, mais incroyables, hein et des personnages, on se demande: «Mais est-ce que cette personne existe vraiment dans la vraie vie?» parce que c'est d'une folie, mais en même temps d'une beauté. Je prends l'exemple de la Madone. La Madone, qui est un personnage, très prépondérant dans le texte, hein. C'est une dame dont on ne connaît pas l'âge, et qui vit dans la région des mines, à la frontière, du Zaïre, hein. On est à l'époque du Zaïre, juste après, le départ des Portugais de l'Angola. L'Angola est en pleine guerre civile et il y a cette, dame, la Madone, qui est mais vraiment un
piliers de cet univers de mineurs? Est-ce que ce serait juste de dire que elle est un peu comme, l'ambassade, du Zaïre, de la diaspora zaïroise, en Angola? Parce qu'il y a, comment dire? Il y a beaucoup de Zaïrois qui viennent en Angola, chercher de l'or, des diamants, pardon. Et voilà, est-ce qu'ils espèrent un jour trouver le fameux diamant qui va changer leur vie? Est-ce qu'on peut dire que la Madone est un peu l'ambassade du Zaïre dans l'Angola? Ouais, moi je dirais qu'elle est plus que l'ambassade, c'est vraiment la mémoire zaïroise en Angola, hein. C'est Mhm. même la mémoire de l'Angola parce qu'elle est arrivée en Angola précocement, juste au lendemain de la guerre de l'indépendance. Elle a vu de Congolais de toutes sortes qui arrivaient de partout arriver et donc elle a côtoyé, elle a rencontré des Congolais qui ont été, qui se sont enrichis du jour au lendemain, des Congolais qui sont morts dans les éboulements, des Congolais qui ont été fusillés, des Congolais qui sont retournés à Kinshasa, main vide. Donc, elle est vraiment la mémoire du Congo, du Zaïre en Angola, mais en même temps la mémoire de l'Angola, parce que Mhm. Tchamona a cette faculté de lire l'avenir et même le passé. Donc, elle connaît tout de ses interlocuteurs. Elle a cette faculté de lire leurs pensées, mais Oui. en même temps, en fait, en même temps, elle a cette science infuse qui lui permet de connaître le monde, de connaître l'histoire du monde. C'est pourquoi même elle se déclare qu'elle est la mère de l'humanité, qu'elle est née en 1400, 1900. Donc, elle est vraiment la mère du Zaïre ou des Zaïrois en Angola. Et donc, Oui. et ce personnage m'a beaucoup été inspiré par ma grand-mère, qui était une femme assez sévère. Voilà, mes grands-parents étaient des barman, mais c'est ma grand-mère qui tenait le bar, qui tenait le foyer et le bar, et donc qui était une femme assez puissante. Et donc ce personnage m'a été inspiré par ma grand-mère, mais aussi par, voilà, le nom Tchamwena vient de la culture Luba Chimwene, Tchamwena qui signifie c'est la personne qui est capable de lire le monde, voilà. Mhm. Donc, quand j'écrivais ce personnage, parce que je pense que chaque écrivain a des liens assez particuliers vers ses personnages. Certains écrivains prennent leurs personnages comme si c'était des animaux de compagnie ou même si, comme si c'était leurs propres enfants. Et Oui. donc, avec Charmoina, j'avais un lien assez solide. Et quand j'écrivais sur ce personnage, quand j'ai monté ce personnage, j'avais souvent l'habitude de chanter. Voilà, quand j'écris, je chante aussi. Et je chantais des hymnes ou dédiés à la Madone, à ce Tchamwena. Je la vantais, je la louais, Mhm. euh, du sens où je disais, bon, je chantais du genre Tchamwena, 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 Mamwa Kanyuki. Chiamwena, chiamwena, mamwa kanyuki. Viji mugolo wa chame, viji mugolo wa chamwena, viji mugolo wa chilele, viji mugolo wa mbende, viji mugolo wa nkole, kasho mona sundu, nikombe wa kalo, mamwa kanyuki. Chiamwena, chiamwena, mamwa kanyuki. Vijimogolo ambende, 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 Vijimogolo ambende. Ya mwena, mamwa kanyuki. Voilà. Merci. Alors là, je suis... Quel cadeau. Je n'aurais pas attendu ça du tout. Merci beaucoup. Voilà, donc tout ça, je pense que l'écriture, pour moi, quand j'écris, je me mets dans un conditionnement. Il m'arrive souvent de dessiner. Quand j'écris, je dessine beaucoup. Mhm. Je chante aussi beaucoup. Et donc, voilà, et donc ça me donne, comme on dit en allemand, l'impulse, hein, donc ce désir de continuer, voilà, ça me stimule pour, Mhm. voilà, Mhm. l'écriture.
Mmh. Alors, vous avez parlé du bar de votre grand-mère, qui a une très grande influence sur vous, hein, même déjà dans Tram 83 et Mhm. dans La danse du vilain, on a un endroit, un bar qui s'appelle le monde de la fête, si je ne me trompe pas. Le Le mambo de la fête. mambo de la fête, pardon, le mambo de la fête. Ce bar a pratiquement une présence comme un personnage dans le texte, parce que il s'y passe des choses assez incroyables. On y danse la danse du vilain, qui est quelque chose d'assez particulier. Et je dois dire que quand je lisais, je me représentais en train de faire cette danse-là et je ne savais pas comment on peut réussir une telle danse. Donc, ceux qui vont lire le livre, j'aimerais vraiment qu'ils nous disent après s'ils ont pu réussir la danse d'ailleurs. Et j'ai trouvé que le bar, le mambo de la fête était pratiquement comme un personnage. C'est-à-dire qu'il avait sa propre vie comme ça. Est-ce que c'est juste de le voir comme ça? Ouais, je pense que en Afrique, de manière générale, hein, le bar joue un rôle assez particulier. Mhm, Donc, c'est aussi un lieu qui porte la mémoire, hein, surtout au lendemain des indépendances. Les gens, même avant les indépendances, pendant la période coloniale, les gens allaient dans les bars pour parler politique, discuter, ainsi de suite. Et les bars continuent à jouer ce rôle jusqu'aujourd'hui parce que voilà, à la maison, parfois les hommes sont, je dirais, comme coincés et donc, quand les gens vont en boîte ou dans les bars, ils se lâchent, voilà. Moi, je me rappelle dans ma petite enfance, quand les clients de mes grands-parents venaient dans le bar, voilà, ils se lâchaient, donc ils parlaient de la politique, du mhm, foot. Ils chantonnaient la rumba de Franco Luambo Macchiati, de grand-père Bossi Bosiana, de Billy Abel, de Abeti Masikini. Donc, moi, c'est cette image-là du bar de mes grands-parents, l'image des gens, des hommes qui étaient tout le temps, qui étaient heureux, joyeux de se rencontrer, de parler politique. Pour moi, c'était un lieu comme un temple, un lieu comme édénique, hein, je mhm. dirais, parce que je me rappelle aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire, il n'y avait pas de bagarre, c'était des gens qui étaient des responsables, de pères de famille, ils venaient écouter de la bonne musique et puis ils parlaient politique. Et donc, pour moi, ça reste, je suis toujours marqué par cette époque-là. Voilà. Et du Mhm. coup, je pense que le bar, je pense que continue, joue un rôle important dans mon écriture parce qu'il y a un côté biographique, parce que mon arrière-grand-père était commerçant, trafiquant. Il parcourait des kilomètres pour acheter de la viande qu'il les revendait dans son village. Mes grands-parents étaient des barman. Mon père a été barman aussi au cours de sa vie. Il a effectué plusieurs boulots. Et parce que tout simplement, dans ma famille, les gens ne voulaient pas travailler dans la mine ou n'ont jamais voulu travailler dans la mine. Et du coup, ils étaient beaucoup plus dans le commerce. Moi-même, Mhm. j'avais plus de 200 casiers de bière, 200 caisses de bière Mhm. que je coulais pour financer mes études. Donc, j'étais éduqué à cette culture d'indépendance. Donc, voilà, mon grand-père disait, tout homme doit avoir un bar, hein, parce que quand tu as ton bar, jusqu'à la fin du monde, les gens viendront boire ta bière, tu auras ton prix, Oui, tu auras et c'est tu vrai. et tu seras indépendant. Donc, j'ai été éduqué dans cette culture-là de l'indépendance, donc de faire des choses. C'est pourquoi quand je suis venu en Europe, j'étais encore, voilà, j'étais jeune plus ou moins, mais je me suis installé en Allemagne et puis plus tard en Autriche. Je ne parlais pas la langue, mais je me suis dit, je vais vivre comme écrivain et donc je vais utiliser mon écriture comme un bar. Donc, mon grand-père vendait la bière, moi je vends mes poèmes. Et les mots. Justement, parlant de mots encore, j'ai remarqué que vous jouez beaucoup avec les mots. C'est-à-dire que vous les appropriez et vous en faites ce que vous voulez sans demander la permission à personne d'ailleurs. Et moi, ça me faisait beaucoup rire et j'adorais parce que c'est un exercice assez compliqué. Si on ne fait pas attention, ça n'a pas de sens et finalement, on ne comprend plus rien. Mais ça, vous l'avez réussi très bien. Donc, il y a des mots comme par exemple un rire mal orthographié. Ça, j'ai dit waouh. Ou bien saloper avec quelqu'un. Il fallait le faire, ça.
Donc, et ça rentre aussi dans l'une des caractéristiques des personnages, hein, Ouais. donc qui sont très, vraiment, ils vont dans l'extrême, ils n'ont pas de limite, ils vivent leur trip à fond. Et euh, on parlait du bar tout à l'heure. Ce bar qui est comme, pour moi, hein, comme un personnage aussi du roman, il a un lien avec la mine. Parce qu'il faut dire que le bar se trouve dans la région du Katanga et la mine se trouve en Angola, dans la région de Lunda Nord. Lunda Lunda Norte. Nord. Voilà, Lunda Norte. Donc, les deux sont liés. J'ai pas envie de dévoiler toute l'histoire. Les deux sont liés parce que il y a des gens dans le récit qui sont connectés et qui font la liaison entre ces deux endroits. Euh, je ne peux pas ne pas parler aussi des jeunes qui sont dans ce roman, les jeunes qui ont quitté leur famille pour aller à l'aventure, hein. Certains se retrouvent dans la rue, d'autres vont jusqu'en Angola pour chercher de l'or. Et ils ont une vie qui est incroyable. Alors, quand on voit, par exemple, des jeunes dans la rue, on se dit que c'est peut-être parce qu'ils ont perdu leurs parents ou voilà, qui n'ont personne. Mais ces jeunes ont la particularité d'avoir une soif de liberté. Ils ont envie de prendre leur vie en main à leur manière, sans demander la permission à personne. Comment t'es venue l'intuition ou alors, comment dire, l'idée de créer cet univers des enfants de la rue, mais pas avec les clichés qu'on pourrait s'imaginer normalement? Non, moi, je pense que c'est venu, je me suis inspirée pas de ma vie, mais fait de mon entourage, parce que je suis fanatique d'une équipe de foot à Lubumbashi, non Mhm. pas, non pas Mazembe, l'équipe rivale à Mazembe, qui est le Saint-Éloi Lupopo. Et je me rappelle quand on allait au stade, voilà, il y avait des enfants, fait des jeunes de mon âge. Voilà, on allait avec eux au stade, on chantait, on soutenait, supportait, on soutenait notre équipe. Mais eux, quand le match, quand on sifflait la fin du match, ils restaient aux alentours du stade ou ils restaient en ville parce que tout simplement, ils dormaient, voilà, dans la rue, ils avaient fugué. Donc eux, voilà, ils avaient cette vie-là. Et avec certains, je m'étais même lié d'amitié. Et donc, quand je commençais à écrire le roman, ou de manière générale, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas vraiment de clichés sur voilà, les gens qui vivent, qui mènent cette vie du dehors. Et Mhm. donc, j'ai écrit ce roman à partir de l'intérieur parce que je sais comment ces jeunes gens vivent. Et donc, j'avais vraiment envie de donner à ces gens-là un visage humain. Même Mhm. quand parle des créateurs qui travaillent dans la mine, quand je parle de ces des héritiers, j'essaie toujours de donner à ces gens-là un visage humain. Mhm. On n'est pas dans la pitié, dans la miséricorde. Je pense qu'on est dans quelque chose qui est au-delà voilà, de l'aumône. J'aime toujours, même dans mes personnages qui sont le plus moches comme Guillaume, j'aime toujours donner à ce personnage une part d'humanité. Donc, Oui, toute partie de là, dans la fabrique de personnages, c'était clair pour moi que ces enfants de la rue, j'essaie de leur donner un peu d'espérance. oui, Voilà. Il faut dire oui. que la ville de Lubumbashi est une ville qui est restée, est une ville coloniale par excellence. Elle est restée une ville coloniale par excellence. Pendant la période coloniale, là, il y avait cette ville blanche qui était peuplée des Européens et autour de cette ville blanche, il y avait la cité ou les cités indigènes. Et donc, au lendemain de l'indépendance, il y a la nouvelle bourgeoisie et actuellement les gens qui profitent des mines, ainsi de suite, qui Mhm. ont occupé la ville. Donc, et voilà, donc à l'époque coloniale, la ville blanche, il était interdit à toute personne de fréquenter, d'entrer dans la ville blanche à condition d'avoir un passeport, donc un laissez-passer. Et du coup, au lendemain de la colonisation, il y a les Congolais, les évolués qu'on appelait à l'époque, Mhm. qui, qui ont occupé la ville et maintenant les gens qui travaillent dans les mines. Et du coup, ces enfants qui fuguent
la première des choses, c'est que quand ils sont dehors, ils viennent en ville et ils occupent le lieu de pouvoir. Mhm. C'est-à-dire qu'ils sont devant la mairie, ils sont devant le cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ils occupent ces lieux-là qui étaient, qui sont des lieux de pouvoir et ces lieux-là qui étaient interdits à tout Africain à l'époque coloniale. Et donc, Mhm. moi, ça m'a toujours fasciné de voir comment ils gèrent l'espace, la ville, parce que ils vivent dehors, mais en même temps, ils essaient de trouver une part d'intimité, même en vivant dehors. Il y en a qui essaient qui savent où aller dormir. Il y en a qui sont bien organisés, qui se Oui, lavent. Donc, moi, oui. j'avais vraiment envie de donner à ces enfants-là une parole humaine. Voilà. Mhm. Et ils vivent des aventures incroyables, hein. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent à aller découvrir les aventures de ces jeunes-là. Alors, Fiston, quand on parle de la ruée vers l'or, en général, on pense à la Californie ou bien à l'Australie. Donc, et c'est une période euh, qui a beaucoup inspiré l'art, donc le cinéma, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir aussi comme ça, dans des régions minières où il y a aussi une vraie ruée vers le diamant, par exemple, comme dans la danse du vilain, là, est-ce qu'on pourrait s'imaginer comme ça tout un courant artistique qui se crée autour de ces univers-là, parce qu'ils sont très riches, hein, et ils sont assez particuliers. On ne les retrouve pas ailleurs. Au fait, moi, je n'ai pas été, je dirais, inspiré par la ruée vers l'or Made in America. Mhm, Tout simplement, à Lubumbashi, c'est une ville minière. Et je pense que comme le propre de toutes les villes africaines modernes, c'est des villes qui ont été construites à l'aune de minerais. Donc, on découvrait des gisements miniers. L'administrateur colonial découvrait un gisement minier et il décidait d'ériger la ville. Donc, au début des années 1900, on va découvrir à Lubumbashi des gisements miniers et puis l'administrateur colonial décide d'ériger la ville. Et donc en 1910, vers ces années-là, à Lubumbashi, c'était un peu la ruée vers la mine, vers l'or. mhm, Il y avait des gens qui arrivaient de partout, du Rwanda, de l'intérieur du Congo, de l'ancienne Rhodésie, de l'Afrique du Sud, pour travailler dans les mines, hein. Il y avait mhm. des Grecs, des Italiens, des Portugais, des gens qui arrivaient de partout tel point que pendant quelques années, la ville s'est agrandie parce que les gens venaient de partout. Et Oui. je pense que c'est le propre de toutes les villes minières, c'est-à-dire qu'on découvre un gisement et puis les gens vont chercher de l'argent parce qu'il y a quelque chose de mystique, de mystique dans le sens où quand tu arrives dans ces espaces-là, tu peux avoir la chance, loupemba comme on dit dans les langues congolaises, de tomber sur un diamant. Et donc, voilà, nous, quand on était enfants, on était fascinés par ceux qui avaient eu la chance dans leur vie de ramasser un diamant ou ceux qui travaillent dans les mines, parce que il y a beaucoup de... Moi, je crois en la chance. Je crois en ce qu'on appelle la loupe, mais je crois que la chance existe parce que j'ai vu de mes propres yeux des gens qui se sont enrichis du jour au lendemain, Mhm. voilà, par le travail de la mine. Et donc, si je n'étais pas écrivain, je pense que je serais un barman ou négociant minier. Pour moi, j'ai toujours eu cette passion pour ce. Voilà. Et Mhm. donc, moi, je pense que la ruée vers l'or, je pense que ça fait partie des univers. Tous les univers miniers ont quelque chose en commun. C'est pourquoi même quand vous prenez de grands textes de la littérature, que ce soit chez Émile Zola avec Germinal ou Mhm. Trapp, vous vous rendez compte que ces textes fonctionnent de la même manière parce que tout simplement, ils ils peignent le même univers qui est l'univers de la débrouillardise, qui est l'univers de la mine, qui est elle-même comme un monstre, comme Oui. une machine, comme, voilà, qui écrase le plus faible. Dans les espaces miniers actuellement, les plus faibles sont écrasés sans pitié. Et les plus faibles, ce sont les femmes et les enfants. On a Mhm. toujours besoin des enfants dans les mines parce ils peuvent travailler à bas prix gratuitement et puis et les femmes aussi parce que voilà ils sont souvent utilisés faites comme objets sexuels et Oui. donc beaucoup de violence il y a
beaucoup de machisme dans ces espaces-là. C'est des espaces assez masculins où il faut juste, c'est des espaces, je dirais, animaliers, hein. C'est Mhm, pas des espaces qui fonctionnent comme la jungle. Et donc, du coup, voilà, ces espaces fonctionnent de la même manière qu'ils se soit au Congo ou qu'ils se soit en Europe, parce qu'il n'y a pas même 200 ans. Il y a, en Europe, il y a des enfants qui travaillent aussi dans les mines. Donc, c'est pas mhm, le propre du Congo, mais c'est quelque chose de fait des général, d'humain, voilà. mhm. Alors, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange, Fiston. Est-ce que vous savez danser la danse du vilain? La danse du villa m'a Mhm, été, j'ai dansé la danse du villa, ça m'a été inspiré par une danse de Papa Wemba, Kila Grosso. Et donc, moi, je trouvais que c'était fascinant d'inventer une danse où, voilà, la personne, au lieu d'être gay, au lieu de rire, mais faisait des grimaces. Et donc, voilà, donc voilà. Et donc, j'aime bien danser et je pense que l'écriture ou même, on est toujours dans la danse, hein, dans la vie de tout le jour. Voilà, pour moi, la danse du villa, c'est aussi ma propre danse, comment je danse entre plusieurs langues, plusieurs univers géographiques, linguistiques, parce que j'écris en allemand et mhm, j'écris aussi en français. Et d'ailleurs, je vais vous inviter parce que je suis monté en novembre au théâtre de langue allemande, Deutsches Theater. mhm, C'est un texte der Garten der Lust, jardin de luge, jardin de délices, qui est monté qui sera monté là à Berlin en novembre. Et donc, j'écris, je danse dans plusieurs langues, plusieurs imaginaires, ce qui fait que, comme écrivain, parfois, je me considère comme romancier congolais ou africain, mais comme dramaturge autrichien, parce que je fais partie d'une génération de dramaturges de langue allemande qui ont mhm, commencé leur carrière à Graz. À Graz, il y a Unité, qui est une école alternative de théâtre. Et mhm. la plupart des auteurs émergents actuellement dans l'espace germanophone sont passés par cette école comme Ferdinand Schmalz, ainsi de suite. Et donc, donc, on fait partie de cette vague de ces auteurs qui publient leurs pièces chez Fischer, Fischer Mhm. Theater, qui sont jouées au Burgtheater ou au Deutsches Theater. Et donc, pour moi, je pense que ma carrière, c'est aussi une danse entre la langue, mais aussi, voilà, même au niveau de l'écriture, par exemple, l'allemand inspire aussi ma création. Par Oui. exemple, quand je dis dans la danse du vilain les clients des sexes masculins et Et de des sexe sexes féminin, féminins, oui. Et il faut dire que la précision est tellement intéressante parce que parfois, il y a des clients seulement de sexe masculin. Donc, c'est ça. voilà. Ça m'a été inspiré par le discours genré Mhm, qui est récurrent dans l'espace germanophone en disant j'étais quelque part où je vis, où il y avait par exemple des écoliers et des écolières. Et puis, quelques minutes après, il y avait des chanteuses et des chanteurs. Donc, on essaie toujours de genrer pour essayer d'être clair, voilà, pour mhm. aller au-delà de la dictature du genre masculin. Donc voilà. Donc du coup, il y a d'autres langues comme l'allemand qui inspirent Quand j'écrivais la danse du vilain, il y a des mots qui venaient en allemand, des phrases qui venaient en allemand que Oui. moi, je traduisais en français. Et donc, je pense que mon écriture, mon univers, c'est comme une danse parce que, par exemple, là, je suis même heureux parce qu'on participe à un même projet qui est je fais un peu la pub. Vas-y, alors, il faut le faire, hein, justement. Voilà. Une anthologie, Mhm. c'est vraiment, dans l'espace germanophone, c'est presque une première, une anthologie qui réunit 33 écrivaines, poétesses et poètes noirs, c'est-à-dire de poètes. L'idée, c'était de réunir dans cette anthologie de poètes qui sont nés ou qui ont grandi en Europe, et parce que c'est des poètes dont l'écriture est frappée par les signes de l'ambiguïté, parce que d'une part, en Afrique, on pense
de ce poète-là, on pense que ce sont des poètes, voilà, européens, parfois en Mhm. Europe, qui sont assimilés à la littérature africaine ou aux diasporas africaines, alors que ce poète font partie de la poésie européenne. Et donc, ils apportent, on le dit pas très souvent, un nouveau souffle. Quand vous prenez de la poésie d'Alfred Schaffer, qui est un poète hollandais, qui est l'un de poètes hollandais le plus doué de sa génération, vous allez vous rendre compte de sa contribution à la poésie mondiale, à la poésie européenne. Il y a de poétesses, voilà. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en lien aussi ces imaginaires parce que l'Europe, elle est restée coloniale, hein. C'est-à-dire Mhm. que elle est renfermée dans ses frontières coloniales. Un écrivain comme Kalaf Epangala, excellent Mhm. poète et Mhm. musicien, n'est lu que au Portugal, à Lisbonne. Radna Fabias, magnifique poétesse du Curaçao, mais qui est basée aux Pays-Bas, elle n'est lue que dans son pays. Vous avez des Lisette Lombe qui ne sont lues que dans la francophonie, ou Oui. même de James Noel ou Jean d'Amérique qui ne sont lus que dans la francophonie. Moi, j'avais vraiment envie de mettre en parallèle les imaginaires. Et donc, du coup, voilà, il y a cette anthologie qui va sortir, dont vous allez travailler, vous faites partie du projet. Et Oui. donc, ouais, ouais. Et donc, cette anthologie, c'est pas seulement une anthologie, j'organise aussi de séries de lectures qui mettent en commun, sur un même plateau quatre poétesses. Et donc, voilà, pour moi, ça fait partie aussi de mon, de ma fonction ou de mes plaisirs ou de mes envies. Je travaille depuis plusieurs années à Graz avec certaines associations pour la promotion de la littérature africaine. Mhm. Avant même que je ne sois écrivain, on a accueilli à Graz, avant que je ne sois connu comme écrivain, on a accueilli à Graz, par exemple, Alain Mabankou, Mhm. Wabeli, d'autres écrivains, Fatou Diome, donc d'autres écrivains qui sont venus à Graz. Donc, Oui. l'un de mes passions, c'est dire que la promotion de la littérature africaine Mhm. Oui. dans l'espace. Tout à fait. Et je dois préciser que j'ai beaucoup de plaisir à travailler dans ce projet d'anthologie qui va réunir une trentaine de poètes noirs de la diaspora africaine, hein, et qui sortira bientôt. Donc, on en reparlera certainement sur ce podcast. Donc, pour moi, c'est un honneur parce que j'avais pas encore fait ce type de travail. Moi, je donne toujours la parole aux autres et je les écoute. Donc, et déjà, merci pour cette idée, hein, parce que bon, comme vous l'avez dit, les gens sont dans des clusters, dans des bulles parfois, qui ne communiquent pas, qui ne se parlent pas. Donc, une telle anthologie euh, peut servir aussi comme des ponts. Et moi, je dois dire que ça fonctionne déjà parce que j'ai rencontré certains de ces poètes et de ces poétesses et avec qui je suis restée en contact. Donc, ça a déjà commencé à porter ses fruits. Ouais, ouais. Il y a Voilà. même des éditeurs, d'autres éditeurs qui sont intéressés pour publier en anglais. Donc, Mhm. il y a des poètes qui se sont rencontrés par ce canal-là. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment dans l'espace germanophone où où de manière générale, quand il n'y a pas de poésie, il y a j'ai comme l'impression que les éditeurs de poésie en Europe ne fonctionnent pas comme les éditeurs de romans. Les éditeurs de poésie sont moins curieux, Mhm. alors qu'il y a une poésie foisonnante. Vous prenez la poésie de Roger Robinson, Malika Buka, Mhm. Simone Atangana Bekono. Par exemple, là, actuellement, il y a un rayonnement. Une renaissance de la poésie. Oui, oui. Mhm. En Suède, il y a des poètes magnifiques, poètes noirs qui occupent la scène suédoise de la poésie. Elles sont magnifiques. La plupart, c'est des femmes qui se définissent comme femmes noires et Mhm. musulmanes, et qui écrivent en suédois.
Donc, il y a cette poésie-là qui fait partie vraiment, qui fait vivre la poésie européenne. Mais ces poètes sont inconnus en France, en Belgique, et donc elles sont cloisonnées. Et du Mhm. coup, on a vraiment besoin d'être des éclaireurs, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes Tout à et, fait. et de permettre à des poètes de se rencontrer. Par exemple, moi, l'un de mes rêves avait tout, quand j'avais lu Roger Robinson, je me suis dit, il faudrait que ce poète magnifique partage la même scène avec Radma Fabias, qui est aussi l'une des meilleures voix actuelles de la poésie aux Pays-Bas. Et donc, et puis voilà, donc je pense que c'est vraiment excellent de croiser le regard comme ça. Absolument. Ouais, parce que ce qui réunit ce poète, c'est non pas seulement, ou c'est moins la couleur de la peau que l'expérience du racisme, de la mémoire de la colonisation et de Mhm. l'esclavage, la réalité de l'altérité. Et Mhm. donc, on va au-delà de la peau. Il y a quelque chose de souterrain qui réunit ce poète, et c'est ce qui est magnifique parce que la plupart de ces poètes travaillent avec plusieurs imaginaires. Oui. On arrive à quelque part, on arrive à ce que peut-être Glisson appelle le tout-monde, parce que vous prenez Roger Robinson, vous retrouvez, il est dans la généalogie de poètes anglophones, de poètes anglais, mais en même temps de poètes du Trinidad. Dans ce texte, il y a plusieurs langues. Donc, c'est des poètes qui remettent en question la notion même de la poésie nationale, ou littérature continentale, parce que Mhm. ils n'ont pas de patrie, et c'est la poésie, la langue qui constitue en définitive la seule patrie. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, fiston. J'invite, tous ceux qui nous écoutent, à aller acheter La danse du vilain. Si vous aimez les mots, si vous aimez les belles phrases, si vous aimez la richesse, de la langue, si vous aimez, découvrir d'autres manières d'écrire, qui sont très créatives, n'hésitez pas à aller acheter La danse du vilain, et si vous aimez aussi de belles histoires, parce que c'est un roman et avec de belles histoires. Merci beaucoup, fiston. Merci, merci ma sœur. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.